Nous avons la chance d'être en présence du jury de cette édition. On va pas déflorer tout ce qui va se dire après, mais moi j'aurais peut-être juste une ou deux questions, peut-être toutes simples, pour déterminer un petit peu ce qui a prévalu au choix cette année, des 10 livres choisis. Je trouve qu'on a pas mal entre les enquêtes polars de Philippine Lomar, Masque, les aventures du roi singe, mais aussi Mauvais monstre, peut-être même Le ciel pour conquête. Je trouve qu'on a pas mal d'ouvrages qui concernent la tranche d'âge en termes de cible, de lecture, ado, grand ado, voire jeunes adultes. Est-ce que c'est représentatif de tous les projets que vous avez eus? Est-ce que c'était des vrais choix que vous avez faits pour pousser cette cible-là? Qui peut parler? Allez. Je vous ai... Oui, oui. Ah, d'abord. Ouais. C'est Oui. bon? D'accord. Non, on n'aime pas les enfants. Oui. Alors merci d'avoir volé ma vanne. Tout le monde Mais voulait moi, la faire, je l'ai celle-là. préparée il y a 10 minutes. D'accord. Ouais. Mais ça, on voit l'école américaine. Elle répète avec Voilà. un stand-upper depuis 3 jours. Oui, non, parce qu'on en a marre des enfants, effectivement, au bout d'un moment. Alors, moi, je pense que c'était déjà, je peux dire qu'il on a pas mal discuté, mais il y a quand même eu pas mal de coups de cœur. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, et c'est l'évolution du marché, c'est... Voilà, la bande dessinée reste quand même un art qui s'adresse à toutes les générations. Alors, je pense peut-être aussi, à un moment donné, on a envie de sortir de notre zone de confort. Il y a ça aussi. Et puis après, voilà, moi plus particulièrement, je travaille aussi sur de la fiction jeunesse. Donc voilà, il y avait des choses qui faisaient tilt, sur lesquelles on avait envie. Et puis parce qu'il y a un mode d'expression et des histoires qui sont assez incroyables, où on se dit, bien évidemment, en cinéma, je crois qu'on n'a pas forcément toujours mis un filtre de se dire, tiens, ça sera de l'animation derrière. Plutôt de la fiction, voilà, on pense notamment au ciel pour conquête, on s'est tout de suite dit, c'est la jeune fille en feu, voilà, ça peut être une nouvelle version. Voilà, donc je pense qu'on a réfléchi plus en se disant d'abord, je suis dans une salle de cinéma ou devant mon poste de télé, quelle histoire je vais me raconter. Et comme au fond, l'a très bien dit Guillermo del Toro lorsqu'il a eu le Golden Globes, voilà, l'animation reste un médium, donc qu'importe le médium, là c'était l'histoire qu'on nous racontait. Voilà, je sais pas si... Est-ce qu'il y a quand même des projets qui ont suscité des envies d'animation quand même? Parce qu'il y a quand même des albums qu'on verra bien plutôt quand même en anime. Mais peut-être moins que d'habitude ou non? Je sais pas. Oui. Un petit peu moins que d'habitude, j'ai l'impression, vu ce que tu nous disais en amont de cette conférence. Cette année, on a eu beaucoup de choses quand même pré-ado, ado, adulte. Sur les cinquantaines d'ouvrages, je dirais qu'on avait quand même 2 bons tiers qui étaient plutôt ado-adultes qu'enfants. Okay. Donc ça se relate dans les choix que nous avons faits cette année. D'accord. Et oui. Oui. Le micro. Peut-être aussi on a un peu privilégié quand même les récits aux directions graphiques. On s'est plus posé sur l'histoire, les scénarios que sur les directions artistiques. D'accord, il n'y a pas c'est ça, l'influence du graphisme ou quelque chose de très puissant qui aurait pu vous conduire à choisir. C'est pas forcément ça, c'est plutôt le fond de l'histoire qui vous a porté. Oui. Ouais, d'accord. Vous voulez réagir aussi? Oui, je pense que le graphisme était plutôt la dimension, l'exception dans le choix, le critère que les récits et la portée de ces récits, la diversité même de ces récits, ça nous a beaucoup travaillé. Oui, et juste aussi par rapport à effectivement tous les gens qui sont là, c'était l'idée aussi d'avoir un coup de cœur, mais aussi une vision d'un marché qui est derrière et qu'est-ce qu'on peut faire, Alors bien évidemment, l'idée c'est toujours de repousser les limites, donc mais voilà, il y a aussi des réalités et il faut pouvoir donner ces chances-là. Il y a des one-shots, il y a des séries, là aussi, c'est une vision sur un marché qui existe ou sur une façon de transposer un unitaire, un long métrage, une série, une mini-série. Est-ce que ça déjà c'était dans votre tête quand vous avez identifié des ouvrages ou des séries qui parfois sont déjà bien avancés, je pense à Philippine Lomar, d'autres qui démarrent juste comme Masque ou Mauvais monstre. Vous avez dû aussi pressentir un potentiel dans ces séries-là, j'imagine. Non? Personne n'a senti de potentiel. Si, c'était tout l'enjeu était là. Et on a eu des discussions intéressantes d'ailleurs sur tous les formats possibles. Alors, en fonction justement de notre marché, moi je suis un peu déconnectée du marché français, mais
c'était très intéressant de savoir justement toutes les possibilités en format réduit, si j'ose dire, des adaptations de format court, pas simplement long métrage ou série télé, mais aussi penser à des formats courts, exploser un petit peu les modes d'adaptation. Et ça, c'est quelque chose que notre paysage audiovisuel ou nos paysages audiovisuels respectifs nous autorisent à faire aujourd'hui. Et c'est formidable. Et est-ce que justement cette diversité de formats, entre le court, le long, les séries, les saisons, est-ce que vous l'avez senti aussi est-ce que ça, pour vous, ça influe sur l'écriture même des projets de bande dessinée maintenant? Je dis pas qu'un auteur de BD va imaginer tout de suite son film sur grand écran ou sur petit écran, mais il y a des écritures qui évoluent aussi dans la narration en bande dessinée. Est-ce que ça vous le sentez? J'espère pas. D'accord. J'aimerais pas. J'aimerais que la page blanche vous rend beaucoup plus libre que penser d'avance au format d'adaptation. Ce serait une erreur, hélas. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement des choses qui peuvent devenir sérielles, mais aussi pas mal de one-shot également. Je pense que c'est aussi, moi, par exemple, à titre personnel, ça me fait du bien aussi d'avoir des histoires qui se terminent, avec des personnages qui vont au bout de leur arc, à qui il arrive ce qui doit leur arriver. Et puis d'autres choses qui sont effectivement, moi je pense notamment des choses comme Mauvais Monstre et tout ça, où on sait qu'il y a un concept qui permettra d'être sériel et tout ça. Mais l'idée de l'histoire bouclée est intéressante aussi. Je crois que ça nous a fait du bien, de penser à ça. Ok. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui vont venir pitcher? Alors, ils ont déjà préparé leur pitch, c'est trop tard pour tout changer, mais peut-être que vous auriez des conseils pour convaincre l'assistance de leur projet. Alexis, qu'est-ce qu'il faut dire pour convaincre un producteur de la bonne tenue? Qu'est-ce qu'il faut lui donner surtout? Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Que ça soit pas cher. D'accord, ça je crois qu'ils l'ont tous mis dans leur pitch. Pas tous, mais peut-être. Ouais. Alors, tu sais quoi? Non, mais peut-être simplement cher. dire que c'est des récits, des histoires qui peuvent rencontrer un public assez large et dans des genres très différents. Et nous, on s'est efforcé de choisir des sujets aussi qui sont assez singuliers et aussi qui emmènent le lecteur et à terme le spectateur dans des univers assez singuliers qui sortent du quotidien. Ok, Camille. Oui, c'est ce que j'allais dire. Puis il y a aussi favoriser finalement l'histoire et permettre à un producteur de se projeter. Tout à l'heure, on parlait de est-ce qu'il faut que les auteurs de BD prennent le pli, j'ai envie de dire, de l'écriture audiovisuelle? Ce serait, je pense, vraiment dommage. Et au contraire, il faut qu'ils restent hyper libres. Et ensuite, c'est pendant le travail d'adaptation, c'est vraiment la rencontre entre le producteur et les auteurs. Et là, il y a quelque chose qui doit se créer, mais surtout, il faut rester ultra libre. Enfin, s'il y a cette possibilité, cette richesse dans l'édition, et il faut garder ça, quoi, à tout prix. Est-ce que dans les projets qui ont été sélectionnés, il y a une dimension d'international, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui se passent en Bretagne, qui se passent en Picardie et qu'on n'imagine pas vraiment pouvoir bouger, qui peuvent intéresser peut-être plutôt un public français francophone, européen, d'autres qui auraient peut-être un potentiel plus large. Est-ce que là aussi c'était un équilibre que vous avez voulu garder ou je crois que c'était mon rôle dans ce jury, puisque je ne suis pas productrice. Et je pense, pour boucler avec ce que tu disais, c'est à la fois la singularité de l'histoire et son authenticité. Et je pense que pour aussi répondre à ta question précédente, c'est qu'il faut s'adresser certes aux producteurs et productrices ici, bien sûr, mais aussi aux spectateurs et aux spectatrices. Il faut un peu avoir les doubles casquettes et pouvoir s'immerger dans l'œuvre et dans cette histoire et dans ce récit, quoi. Donc, et plus c'est singulier et authentique, plus je pense ça peut voyager et c'est une force. Ouais. Et ce qui est même intéressant, et on a vu sur pas mal de succès de plateformes aujourd'hui, ce qu'on appelle le fameux glocal, le global et local, c'est un horrible mot, mais en même temps qui marche très bien parce qu'effectivement on peut vraiment parler j'espère, du fin fond de la Lozère et faire un succès international, ou la Corrèze, pour être plus international. Mais non, ça marche aussi. Ouais. Ça marche aussi. Non, mais blague à part, je crois que effectivement, si
si on affirme quelque chose, et c'est toujours le même truc, c'est l'histoire, comment on va capter les gens, voilà, ça reste quand même la base de la base. Ok. Déborah, sur le côté international, est-ce que vous avez dit, vous n'êtes pas focalisé sur le marché français, mais plutôt sur des productions à dimension plus grande? Est-ce que sur les projets que vous avez choisis là, vous en sentez qu'il y aurait les épaules de conquérir le monde comme ça? Peut-être, Ouais. et puis il y en a aussi qu'on n'a pas retenu et dont je pense qu'ils ont une portée internationale. Mais ça n'a pas du tout été. Je ne me suis pas forcément focalisée là-dessus. C'est-à-dire, j'ai donné de bonnes notes à certains. J'ai bien noté certains titres dont je pensais moi pouvoir les vendre à mes collègues ou à mon marché, mais donc plutôt américains. Mais non, d'abord j'étais moi qui suis moins proche de la production française en BD au quotidien que vous tous, c'était une grande chance pour moi de me plonger là-dedans. Et c'était comme une photographie à l'instant T du meilleur du meilleur. Et puis bon, on a aussi eu des BD de Taïwan, on a eu des BD, je crois, de Scandinavie. On a eu quelques candidats non français. J'étais la seule à bien les noter. C'est vrai, non, c'est vrai, je balance. Mais voilà, mais on n'a pas forcément eu tout le matériel parce qu'ils sont moins, voilà, parce que nos collègues de Taïwan, par exemple, étaient moins formés à Shoot the Book que tous nos amis français qui ont l'expérience de cet exercice. Mais non, je pense que on s'est tous focalisés, enfin, on n'avait pas de critères de présélection ni de genre, ni de... Voilà, on s'est focalisé sur des histoires dont on a vraiment, à un moment donné, repéré ou identifié le potentiel d'adaptation. Point, je pense. Bon, alors... Juste pour relever encore un petit coin de voile sur les coulisses, vous êtes vraiment, vraiment beaucoup battus ou les 10 se sont imposés très très fort Alexis, apparemment vous devez témoigner. Non, mais moi, ça a été très dur pour lui. Il est en stress post-traumatique depuis 3 semaines. Non, mais moi dans mon quotidien, je lis énormément de scénarios et en fait, j'ai le même point de vue sur les scénarios que je lis et sur les bandes dessinées que je lis. C'est-à-dire que je pense dans un premier temps au public et qui va être intéressé par cette histoire, qui va être sensibilisé à tel sujet, tel type de personnage. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont très récurrents dans ce que je reçois pour le cinéma et finalement qu'on retrouve aussi en bande dessinée et qui sont pas forcément à même d'être adaptés dans le contexte actuel où c'est vrai que c'est des sujets importants, mais c'est vrai qu'actuellement on reçoit beaucoup de films sur la maladie, des sujets assez dépressifs et je pense que les gens n'ont pas forcément envie de voir ça actuellement, ni forcément de le lire. En tout cas, avec des traitements vraiment très très singuliers, et ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres titres qui étaient au sein de la sélection. Ça, c'était un point de discorde, par exemple. Est-ce que peut-être juste pour conclure justement sur ce genre de récits, on a des récits historiques, on a des récits de genre, plutôt polar, aventure. La bande dessinée dite du réel, les documentaires, les témoignages, c'est un vrai marché en France. C'est très développé. Est-ce qu'on vous en a proposé? Est-ce que ça rejoint ce que vous dites? Vous n'avez pas forcément choisi ça en pensant au plaisir du spectateur en salle, c'est ça? Il y avait un titre qui traitait d'un sujet économique et je l'ai vraiment défendu. Donc en fait tout est possible. Tout est une question de traitement de toute façon, de mon point de vue. Quoi. Oui, Sarah. Non, mais il y en a, le géant au pied d'argile, pour ne pas le nommer. Voilà. Après, on a essayé, je pense, quand même, de représenter aussi notre diversité. Moi, je trouve que cette sélection, elle est très représentative des débats qu'on a eus. Et voilà, donc c'était ça qui était très passionnant, j'ai trouvé.
Très bien, du coup ça va être l'occasion de les découvrir. On va laisser la parole aux pitchers maintenant pour cette séance délicate de pitch 6 minutes chacun. Merci à tous et à toutes, membres du jury de Shoot the Book, et à l'année prochaine peut-être. Merci.